Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Cameroun. L'ONU exhorte les autorités à ouvrir des enquêtes rapides, impartiales et efficaces. Notre deuxième sujet concerne l'Afrique francophone. Pour parler des présidentielles, les parrainages sont-ils de véritables rouleaux d'étranglement? Nous nous interrogerons avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons du Soudan. Les atrocités continuent à El Fasher et au Kordofan. Puis nous terminerons bien évidemment par notre sujet qui concerne le Togo. Nous parlerons normalement des Grands Lacs, plus de 1,5 milliard d'euros mobilisés pour les populations vulnérables par le Togo et la France. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et merci à tous ceux qui nous suivent tous les soirs sur la chaîne New World. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup à vous Samson d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Notre deuxième invité ce soir, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir mon co-débatteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup à vous Daimou d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Cameroun. L'ONU exhorte les autorités à ouvrir des enquêtes rapides, impartiales et efficaces. L'Organisation des Nations Unies, le Haut Conseil des réfugiés de l'Organisation des Nations Unies s'est dit particulièrement attentif à la situation qui prévaut actuellement au Cameroun et très regardant sur la question des morts qui ont été signalées lors des manifestations dans la crise post-électorale qui secoue ce pays depuis quelques jours maintenant. Le Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux réfugiés appelle les autorités à ouvrir des enquêtes, selon leur thème, des enquêtes rapides, impartiales et efficaces pour faire toute la lumière sur les circonstances de ces morts. Nous en parlons avec vous. Je commence par vous, Samson Abidjan. Oui, je serais malheureusement tenté de dire que pour une fois encore, l'ONU joue à l'ambulance qui vient ramasser le cadavre. Parce que les violences étaient prévisibles. On a vu la tension dans laquelle le chose s'est déroulé. Le Cameroun n'a pas l'habitude d'offrir ce spectacle-là depuis longtemps. Mais pour une fois, on a une jeunesse qui se disait qu'avoir un pays où la moyenne d'âge est autour de 20 ans et avoir un président qui a 92 ans, donc qui avait 72 ans, quand la plupart des gens qui vivent actuellement au Cameroun sont nés, il y avait un sentiment de rejet au fait. Et ce sentiment de rejet était très présent pendant les campagnes. Il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu d'initiative pour, en guillemets, appeler peut-être Paul Biya à tendre la main, à passer le relais. Et même avant la proclamation des résultats, on a tous assisté au fait que le candidat de l'opposition disait qu'il avait gagné les élections. Et dans son fief, il y avait déjà des célébrations, une préparation à revendiquer la victoire ou à défendre la victoire de leur candidat. Et malheureusement, ce qui s'est passé, dès que les élections ont été proclamées, surtout au nord, à Garoua, comme à Douala ou comme dans les autres villes du pays, les jeunes se sont simultanément lancés dans la rue, ont commencé par affronter les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre, là, comme l'a dit l'ONU, n'ont pas eu de retenue. On a tous vu des images où on a vu des policiers tirer à balles réelles sur des manifestants qui n'étaient pas armés et qui ne faisaient pas particulièrement acte de violence. Donc il y avait une volonté d'effrayer et de faire peur pour que les gens puissent retourner à l'intérieur de leur maison, comme ce qu'on voit actuellement en Tanzanie, si on peut faire la comparaison, où on voit aussi le même phénomène, les forces de l'ordre tirer à balles réelles, confiner les populations à la maison pour éviter que ces derniers ne sortent dans la rue pour pouvoir réclamer ce qu'ils considèrent comme étant une victoire volée. Est-ce que les enquêtes-là seront menées? Je ne sais pas pour l'heure. L'exécutif ou le nouvel exécutif camerounais qui n'est pas encore vraiment assis, ne s'est pas encore prononcé sur la question, mais c'est tout à fait dommage et rien ne montre qu'actuellement cette crise politique post-électorale est prête de se terminer. Rien ne montre que la crise est prête de se terminer, même si l'intensité n'est pas toujours la même tous les jours. On sent qu'il y a toujours des gens qui se mobilisent pour revendiquer ce qu'ils appellent victoire de Issati Roma Bakari, le haut commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme plutôt, c'est le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui appelle justement à faire des enquêtes sur cette situation pour établir les responsabilités, faire la lumière sur tout ce qui s'est passé dans cette crise post-électorale. Daimon. Oui, malheureusement, ça devient la coutume qu'en Afrique, en tout cas dans certains pays d'Afrique, après les élections, on assiste à des crises, à des morts. Et quand les élections s'approchent, en tout cas tout le monde se met déjà au qui-vive.
on s'attend malheureusement à cette situation. Mais pourquoi? Parce que d'un côté, il y a certains qui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir coûte que coûte. De l'autre côté, il y a d'autres qui ne sont pas prêts à accepter les résultats, juste parce qu'ils ne font pas confiance aux institutions. Donc, je pense que la première chose qu'il faut analyser ici, c'est la confiance des populations aux institutions électorales de nos pays africains. Donc déjà au Cameroun, on constate bien avant les élections, durant tout le processus électoral et tout, on avait déjà les signaux de cette crise-là, malheureusement. Que ce soit l'ONU, que ce soit le Haut Commissariat des droits de l'homme, en tout cas toutes les institutions internationales sont restées silencieuses face à cette situation. On a laissé cette situation de méfiance, de peur continuer jusqu'aux élections et malheureusement ce n'est que la résultante de tout ce qui s'est préparé depuis la période préélectorale pendant les élections et voilà, on est obligé de subir. Maintenant une question se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les juristes, les constituants et les législateurs n'ont toujours pas réussi à trouver une solution à la question d'ingérence. Parce que là, cette question fait qu'aujourd'hui, il est difficile aux organisations internationales de s'impliquer totalement dans les affaires électorales internes. Mais par contre, il se pourrait que le pouvoir en place réprime les droits des citoyens, voilà, que le processus électoral ne soit malheureusement pas inclusif ou qu'il ne soit pas aussi transparent que cela. Mais malheureusement, la communauté internationale ne peut pas tout de suite s'ingérer et voilà, c'est ce qui donne naissance à ces crises. Moi, je crois fermement qu'il urge qu'au niveau de certes, les États ont droit à la souveraineté interne, à l'autonomie et tout ce qui va avec, mais je crois qu'au niveau des organisations communautaires, il faut que nos institutions communautaires s'organisent pour pouvoir assurer dans les États une transparence lors des élections. Ça éviterait énormément beaucoup de choses, ces situations, parce que c'est des morts de trop. Ça fait très longtemps qu'en Afrique, on subit ce genre de situation, et la situation n'est pas prête à être éradiquée. Parce que les oppositions, malheureusement, toutes ne sont pas de bonne foi. Il y a certaines qui rejettent systématiquement le résultat des élections, ils ne sont pas fair-play. Mais de l'autre côté, il y a aussi certains pouvoirs en place qui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Donc vraiment, c'est dommage qu'on continue à assister à ces situations encore en 2025. Pour le cas précis du Cameroun, il faut tout de même noter que c'est majoritairement dans les fiefs de Issa Chiroma que les manifestations sont beaucoup plus violentes. Certes, les populations sont sorties à main nue. Les forces de l'ordre n'ont pas été aussi malheureusement professionnelles pour pouvoir les disperser parce que les résultats ont été proclamés. La Cour constitutionnelle est là. Je pense qu'il faut consommer ces résultats et c'est aussi le droit reconnu à ces citoyens de manifester et de s'indigner contre les résultats. Maintenant, je pense que les forces de l'ordre, c'est de leur devoir de pouvoir mettre tout en œuvre pour encadrer ces manifestations plutôt que de tirer sur les manifestants. Il ne sert à rien de créer une situation de crise. Il ne sert à rien. Ça n'arrange d'ailleurs pas le président Paul Biya que son élection, je pense c'est le 8e mandat, si je ne me trompe pas, que son 8e mandat encore puisse être sous le coup du sang. Donc je pense qu'il urge vraiment que les uns et les autres prennent conscience. Déjà quand on voit avant les élections la façon dont le président de la commission ainsi que le ministre de l'Intérieur mettaient en garde Issa Chiroma que s'il contestait les élections, il va mal les connaître et tout. On comprend par là que les uns et les autres étaient prêts. Je ne sais pas, est-ce que le président de la commission connaissait déjà les résultats? Il savait que Issa Chiroma allait perdre, qu'il allait contester. Bon, je ne sais pas. Mais néanmoins, la situation est là. Il faut rapidement que tout rentre dans l'ordre pour vraiment le bien des Camerounais et de l'Afrique tout entière. Alors, le haut-commissaire Volker Türk appelle les hommes politiques ainsi que les partisans à privilégier les voies pacifiques de revendication, les hommes politiques aussi, à savoir comment s'adresser aux populations en ces moments. Mais sur le terrain, ce n'est pas réellement le cas. On voit des manifestants, c'est vrai, on les voit sans
sans armes pour aller défendre leurs droits, mais il y a quand même des cas de violence, des cas de pillage. Et de l'autre côté, le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parle d'usage excessif de la force létale. Oui, c'est ce qui est assez malheureux. Et lorsque les gens manifestent, il y a toujours des gens qui manifestent pour des intérêts divergents. Dans les manifestations, on voit toujours des gens qui manifestent pour aller casser, pour aller piller. Mais le rôle du maintien de l'ordre n'est jamais d'utiliser la force létale. Quand on dit maintenir l'ordre, c'est disperser, arrêter parfois les meneurs, identifier les meneurs, les arrêter et disperser la foule et faire passer les meneurs par un processus juridique normal pour qu'ils soient présentés devant un tribunal, pour qu'on sache quelle était leur part de responsabilité réelle dans l'histoire. Malheureusement, là, on assiste à un seul de massacre au fait de la population civile. On a vu beaucoup de corps tomber, surtout dans les parties nord du pays, dans les fiefs de Issa, Tiroma Bakari, surtout, où il y a eu beaucoup de personnes dans les rues, il y a eu une foulée d'une force létale excessive. Et comme l'a dit mon co-débatteur tout à l'heure, bien avant même qu'on ne proclame les résultats, on avait les tenors, si on peut le dire, du parti présidentiel qui disaient déjà que si Issa Bakari Tiroma contestait les résultats, il allait les connaître. Et malheureusement, pourquoi ne pas choisir les voies légales? Il y a une crise de confiance envers les institutions. Lorsqu'on a vu des vidéos fuitées où on voit le président du Sénat en train de sabrer, le président de la Cour constitutionnelle plutôt, en train de fêter avec des amis l'élection de Paul Biya, on se demande si le rôle d'un président de la Cour constitutionnelle, c'est d'aller fêter la réaction d'un président. C'est un fonctionnaire qui doit dire le droit et s'arrêter là. Il n'est pas là pour fêter. Mais lorsque la scène même a été filmée, dans la scène diffusée, on se pose des questions. C'est à ce monsieur-là qu'on va aller porter des recours, qui va les analyser et dire que son ami de Londres n'a pas gagné finalement. C'est ce qui est un peu difficile. Donc la crise envers les institutions, couplée avec la fougue de la jeunesse. Parce que, on ne le dit pas, mais actuellement, le continent envoie beaucoup de crises. Dans Madagascar, une jeunesse toute de moins de 25 ans. Actuellement, on a le Cameroun, on a la Côte d'Ivoire qui n'est pas vraiment fixe pour le moment. Et on a un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais la Tanzanie, qui actuellement vit la même situation. Donc tout ça marque, en plus du Cameroun, oui. Donc tout ça marque une crise de confiance envers les institutions où les gens se disent il faut descendre dans la rue pour réclamer les droits. Et on le rappelle encore une fois, le maintien de l'ordre n'est pas le massacre de la population. Même lorsque les gens déconnent en guillemets n'importe comment, il faut identifier les meneurs, les arrêter et disperser la foule. Merci beaucoup. À vous, Samson Alidja. Alors, Daimou Bodi, on parle d'usage excessif de la force par les forces de l'ordre qui sont censées normalement encadrer ces manifestations. Et on appelle aussi à revenir à un discours beaucoup plus apaisé au Cameroun. Oui, malheureusement, c'est ça. Il y a aujourd'hui les politiciens qui, derrière, continuent à envenimer la situation. Les populations civiles sortent pour manifester et il ne sert à rien de menacer les populations civiles. C'est-à-dire qu'on voit comme le disait mon co-débatteur, les tenants du pouvoir de Paul Biya menacés et tout ça. Je pense que ce n'est pas la solution. Et déjà, le pouvoir, aujourd'hui, Paul Biya, il a gagné. Je ne vois pas ce qui va le faire quitter le pouvoir. Je pense qu'il ne perd pas en appelant à un dialogue. Quand on sait surtout que Issa Tiroma était une personne qui a été à ses côtés pendant pratiquement 20 ans. Ils ont travaillé ensemble et tout. Donc, je pense qu'il ne sera pas aussi fermé automatiquement à une possibilité de dialogue. Donc, c'est à juste titre que le Haut Commissariat des droits de l'homme appelle à privilégier le dialogue parce que quand il y a une crise, seul un dialogue peut un dialogue politique peut quand même permettre d'endiguer cette crise. Donc, je pense que actuellement, ce dont le Cameroun a besoin, c'est un dialogue politique entre les acteurs et que ce dialogue-là vraiment puisse être inclusif parce que qu'ils ne tiennent pas en compte que les politiciens. C'est-à-dire que Issa Tiroma, le pouvoir de Paul Biya, mais il faut aussi faire asseoir à cette table de négociation la jeunesse, parce que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est porteuse de ces manifestations. Quoi qu'on dise, aujourd'hui,
le président Issa Chiloma peut signer un accord, en tout cas après un dialogue avec Paul Biya. Si cette jeunesse n'est pas satisfaite, elle va toujours sortir dans la rue, les manifestations vont continuer, donc on n'aurait pas trouvé la solution. Il faut désormais que lors des tables des négociations, que ce soit des négociations tripartites, c'est-à-dire qu'on a le médiateur, on a le parti au pouvoir, on a l'opposition et bien sûr la troisième partie qui constitue cette jeunesse qui en réalité est apolitique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne maîtrisent vraiment pas la politique, ils ne maîtrisent pas la loi. Eux, ils ont des besoins, ils ont des revendications, c'est tout ce qu'ils veulent voir, point barre. Donc je pense que les politiques doivent tenir compte de cette nouvelle tendance de la jeunesse pour pouvoir vraiment endiguer les crises sur le continent africain. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.